Quand on parle du Japon, on pense aux samouraïs errants typiques, portant un katana et affrontant toutes sortes de situations avec un esprit froid, au point de mettre fin à sa vie le moment venu afin d'éviter le déshonneur. Une image bien classique du samouraï arborant son fameux katana. Cependant, question armement, les guerriers japonais avaient à leur disposition bon nombre d'armes autres que ce bon vieux katana, au point que même durant l'époque Sengoku Jidai, à savoir une période particulièrement marquée par des turbulences sociales, des intrigues politiques ou bien des conflits militaires entre le milieu du XVe siècle et à la fin du XVIe siècle au Japon, eh bien chaque samouraï s'était déjà spécialisé dans un style de combat et de maniement des armes. Voici donc une petite compilation des armes dont étaient pourvus les guerriers japonais ainsi que l'importance qu'elles revêtaient à leurs yeux. Avant que le samouraï en armure de plaque maniant le katana ne devienne l'exemple classique et la norme du guerrier japonais, les samouraïs étaient déjà plutôt habiles à l'arc. Ainsi, même si le sabre était l'arme de prédilection des samouraïs, et qu'à la même époque, en Europe, utiliser un arc au combat était considéré comme de la lâcheté par les chevaliers, nombre de ces samouraïs s'entraînaient quant à eux sans complexe à l'art séculaire du Kyudo, un art martial qui englobait donc l'utilisation de l'arc, une arme mieux connue au Japon sous le nom de Yumi, Kyudo signifiant littéralement la voix de l'arc. Ces armes étaient la terreur des armées japonaises et l'une des armes les plus meurtrières sur le champ de bataille. La culture japonaise entretenait donc une relation très forte avec l'arc japonais. À la différence des pays européens, à l'époque médiévale, il s'agissait d'un véritable objet de vénération. Il était ainsi le support de nombreux éléments religieux, participant notamment à des cérémonies séculaires importantes. Le caractère sacré était cependant limité à certains arcs destinés à cet usage précis. Dans l'exemple du Kyudo, l'arc était le médium du développement personnel, et la relation de l'archer avec son arc était un lien intime pendant le tir, celui-ci devenant le prolongement du corps de l'archer. Ce n'est qu'après l'invasion mongole entre 1274 et 1281 que le Japon a été submergé par son ennemi et a changé sa façon de combattre jusqu'à l'ère Sengoku Jidai. Le Yumi était, il faut le dire, un arc inhabituel, tout du moins selon les normes européennes, caractérisé par ses grandes proportions et son asymétrie. Sa longueur moyenne est de 220 cm et sa hauteur maximale se situe au niveau de la lame supérieure, tandis que la lame inférieure est coupée, ce qui, pense-t-on, permet une plus grande mobilité et une utilisation plus aisée à cheval. Les guerriers qui maniaient ces armes étaient connus sous le nom de Kyodoka, car ils étaient des maîtres du Kyudo. Le Kyudo, un art martial qui englobe donc l'arc traditionnel japonais et qui est encore pratiqué de nos jours, des compétitions étant organisées chaque année. Notez que le Yumi comporte deux variantes importantes. Tout d'abord, l'arc long, connu sous le nom de Daikyu, un arc utilisé principalement par l'infanterie en raison de sa grande taille, même s'il n'était pas rare de le voir chez les samouraïs à cheval. Enfin, la deuxième variante de cette arme redoutable est le Hankyu, un arc court conçu principalement pour le combat à cheval en raison de sa taille réduite. La cavalerie a été souvent un atout précieux des armées au cours de l'histoire militaire. Et c'est le cas dans le Japon médiéval, où le combat monté était d'une grande importance. Et justement, l'arme de prédilection des samouraïs, afin de contrer une attaque de cavalerie, était la yari, une lance japonaise traditionnelle, à lame droite, de longueur variable. En effet, on en trouvait de tout type et de toute taille, selon l'usage auquel elle était destinée et le rang de son porteur. Dans la grande majorité des batailles, un bon nombre de guerriers, généralement des ashigaru, étaient postés durant une bataille aux endroits stratégiques où il était davantage judicieux de défendre, soit pour arrêter la charge des cavaliers ennemis, soit pour couvrir d'éventuels points faibles. Quoi qu'il en soit, ces yari ont commencé à être fabriqués à grande échelle à l'époque de Muromachi, soit vers le XIVe siècle, en prenant comme référence son prédécesseur, le Hoko.
une lance dont les matériaux et les formes étaient plus basiques, et dont la principale différence résidait dans l'ajustement entre la lame et la garde. Et pour cause, dans la yari, la lame était insérée dans le creux de la hampe de la garde, de la même manière qu'une épée, tandis que dans le hoko, la hampe était insérée dans la lame, ce qui a entraîné la rupture de nombreuses armes en deux. Quoi qu'il en soit, la yari prit une telle importance sur le champ de bataille qu'elle devint l'arme sur laquelle toutes les armées comptaient, car bien que difficile à manier et à maîtriser, elle était surtout très bon marché à fabriquer, raison pour laquelle les grands généraux samouraïs se distinguaient souvent par leur utilisation de la lance. Parmi eux, on trouve un général du shogun, Tokugawa Ieyasu, le fameux Honda Tadakatsu, qui avait ainsi baptisé sa lance yari du nom de Tombokiri, qui pourrait se traduire en français par libellule. En fait, nous arrivons à l'arme par excellence du guerrier japonais, l'âme même du samouraï, à la fois l'amante et l'ami, une arme qui était tout pour eux et pour laquelle ils lui consacraient leur vie entière. Il s'agit bien évidemment du katana, le fameux sabre courbé des samouraïs. À noter que sa taille normale était d'environ 1 mètre de long. Par coïncidence, le modèle le plus célèbre de cette arme est connu sous le nom d'Oda Nobunaga, en l'honneur du célèbre daimyo unificateur du Japon, le daimyo, littéralement grand nom, étant une sorte de gouverneur de province. Mais revenons un instant sur l'origine même du katana japonais. Celui-ci remonte au Xe et XIIe siècle, lorsque les Chinois de la dynastie Song introduisirent une épée incurvée appelée l'éventreur de chevaux, du nom d'une arme utilisée au combat contre la cavalerie lourde destinée à éventrer ou bien à s'attaquer à l'avant-train du cheval ennemi. Cette arme a évolué au fil des ans, passant par différents états et noms tels que Uchigatana, Okatana, Nodachi ou bien Tachi. Mais ce n'est qu'à l'époque des états en guerre que l'on trouve la forme populaire de l'épée longue d'1 mètre, prenant la forme d'une lame courbée et tranchante. En raison justement de sa forme exceptionnelle, le katana était une arme conçue pour couper et non pour perforer, bien que je dois préciser que sa forme n'a pas été conçue telle qu'elle dès le départ. C'est seulement après de longues années d'évolution et de différentes techniques utilisées pour la forger qu'elle a fini par prendre cette forme populaire et attrayante qui est tout aussi iconique aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 500 ans. Le wakizashi était une arme essentielle dans l'équipement courant de tout samouraï, connu sous le nom de shoto, sabre court, et fait partie de la paire de sabres qui complète le sabre long, appelé katana ou bien daito. La lame du wakizashi mesure entre 30 et 60 cm et était la seule arme qui ne quittait jamais le guerrier. À l'époque d'Edo, cette paire d'épées, daisho, était considérée comme le symbole de la classe des samouraïs, un véritable objet de prestige. Elle était généralement portée entre le hakama, le pantalon de ville traditionnel japonais, et l'obi, une sorte de ceinture nouée autour de la taille. Ce costume est devenu populaire au cours de la période Muromachi, soit aux alentours des XIVe et XVIe siècles. Ce changement est dû, entre autres, à la restriction imposée par le shogunat sur le port des épées longues dans les rencontres aristocratiques. Ainsi, alors que le katana a été laissé à l'extérieur ou relativement éloigné du guerrier, le wakizashi est devenu quant à lui l'arme de prédilection pour se défendre contre les attaques d'autres samouraïs ou bien d'assassins dans la vie de tous les jours. Le wakizashi avait été largement utilisé dans les grandes batailles des époques précédentes, popularisé surtout par le célèbre guerrier Miyamoto Musashi. Mais dans la paix apportée par l'ère Edo, il cessa d'être un objet de combat et devint finalement une arme d'autodéfense. Le wakizashi n'était donc pas seulement une arme portée par les samouraïs, elle était également par les citoyens ordinaires, qui s'en servaient pour se défendre contre les vols ou bien les attaques dans la rue. C'était au final l'arme idéale pour combattre au corps à corps et pour surprendre l'ennemi en dégainant rapidement. Mais on peut également observer
que de nombreux samouraïs l'utilisaient en combinaison avec le katana pour attaquer les angles morts de l'ennemi ou pour l'inciter à s'ouvrir et à dévoiler son côté. La naginata ressemblait à une sorte de hallebarde dont la lame ne possédait qu'un seul tranchant. Constituée d'un manche en bois ou en métal et d'une lame courbe, similaire au guandao chinois, elle fut largement utilisée par les samouraïs, dont la portée permettait de gagner de l'espace au combat. Elle était considérée comme l'une des armes les plus puissantes du Japon féodal et a été rendue très populaire à notre époque grâce au manga. La naginata se décline en deux versions, O naginata masculine et la Ko naginata féminine. La première était beaucoup plus longue et plus lourde, conçue pour endommager les armures et sectionner facilement les membres. La seconde était quant à elle plus maniable et utilisée principalement pour l'autodéfense. On estime que son utilisation a débuté dans les temples du Japon en tant qu'arme défensive pour les moines. Au cours de la période Edo, qui va de 1603 à 1868, la naginata a cessé d'être utilisée dans les grandes batailles et a été finalement reléguée à un rang plus honorifique. Elle fut remplacée par la yari, qui au final était très semblable à une lance européenne. Il faut dire que la naginata comporte quelques inconvénients, à commencer par la grande taille de sa lame et l'espace important qu'elle nécessite pour être maniée, ce qui rendait difficile la composition de grands groupes de soldats qui auraient pu logiquement se blesser les uns les autres. Ce qui n'était pas le cas de la yari, plus spécialisée entre guillemets et permettant à des troupes plus importantes d'engager la cavalerie. Cependant, les guerriers bushi ont continué à utiliser leur ko naginata des siècles plus tard comme symbole de pouvoir. Il était courant que les femmes aient à se défendre et à protéger le foyer, en particulier lorsque leur mari était absent. La naginata était donc pour les femmes ce que le katana était pour les hommes, une arme à porter en permanence en cas de danger. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Si vous connaissez d'autres armes nippones, mettez-les-moi en commentaire. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.